Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie d'une nouvelle collaboratrice, Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien, toi? Super et très contente de t'avoir comme collaboratrice à l'émission. Et là, cette semaine, tu as 4 ouvrages à nous présenter. On va commencer avec le premier, Le Poisson de Dean Garlick aux éditions Les Allusifs. En fait, c'est un livre qui a été publié au mois d'août 2015 et c'est vraiment particulier. C'est un homme qui s'appelle Patrick, travailleur social, qui frôle l'épuisement professionnel et il participe à un concours, remporte le concours. Le prix, c'est qu'il s'en va en croisière dans les Caraïbes. Donc, il s'en va, il fait tout ça et puis, de fil en aiguille, il se retrouve dans une bataille avec des hommes, des malfrats un peu qui sont sur le bateau et il le jette par-dessus bord. Mais ce qui est particulier, c'est qu'au moment où il se réveille, il est plus sur le bateau, il est dans un monde parallèle à l'intérieur de la vessie d'un poisson sous la mer. OK. Ouais, c'est vraiment particulier. Quand je me suis rendue là, je me demandais un peu où on s'en allait. On se retrouve un peu dans une fable à la Alice au Pays des Merveilles, parce que là, lui, il a comme une quête à faire à l'intérieur de ça. C'est très, un peu dans la psychologie du personnage, parce que lui, il est pas heureux dans son travail et tout ça. Je peux pas vous dire comment ça se termine, évidemment, parce que ça va trop dévoiler de choses, mais l'écriture est vraiment belle. Ça a été traduit par René Daniel Dubois, parce que l'auteur, c'est un anglophone qui est prof d'anglais à l'Université Concordia. C'est particulier. Je suis pas certaine si j'ai aimé ça, mais une chose est sûre, c'est que ça m'a fait réagir. Tu sais, d'un chapitre à l'autre, j'avais toujours envie de voir qu'est-ce qui se passait. Puis il y a toutes sortes de choses. Il y a une sorcière, il y a un marais, il y a des gens qui parlent des langages particuliers. Ça ressemble vraiment à Alice au Pays des Merveilles, mais adapté à la sauce 21e siècle, je dirais, là. Alors, rappelle le titre, c'est Le Poisson de Dean Garlick. Voilà. Et là, ton deuxième, c'est le coffret Vivre pleinement pour les nuls. Oui, ben en fait, je connaissais pas. Ben oui, je connais la série Pour les nuls, mais j'avais jamais vraiment feuilleté ces livres-là. Pour moi, ça me paraissait un peu nunuche, je dirais, là, mais c'est pas le cas du tout. Le coffret, en fait, contient 2 livres, un qui s'appelle La psychologie positive et le deuxième qui s'appelle Se coacher. La particularité de ces livres-là, c'est qu'il y a une approche vraiment très facile. Tout est dans la vulgarisation pour améliorer sa vie, être plus heureux. C'est ça le sujet de ces 2 livres-là. Donc, on y va avec la psychologie, on la décortique vraiment, c'est facile à comprendre et on nous promet des résultats rapides. J'avoue que c'est vraiment très simple. Il y a des graphiques à l'intérieur, des icônes, c'est très visuel pour pouvoir... Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appliqués dans ta vie? Mais pas encore, j'avoue, là, mais tu sais, tout ce qui est de la pensée positive, la psychologie positive, c'est d'y aller avec... de pas penser au pire, mais penser au mieux pour essayer de l'attirer un petit peu, si on veut, mais c'est de changer notre manière de penser pour se sentir mieux, changer ses perceptions, c'est super bien expliqué. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on n'a pas besoin de lire le livre de A à Z. On peut juste aller ouvrir les pages qui nous intéressent. Comme je disais tout à l'heure, il y a des icônes pour les étapes à suivre, des petits exercices à faire au jour le jour. Fait qu'on n'est pas obligé de tout appliquer, mais on prend ce qui nous intéresse. Wow! Alors, ça s'appelle le coffret Vivre pleinement pour les nuls. Oui. Et là, on change de registre complètement. Cru Express chez Guy Saint-Jean, éditeur. On tombe dans le livre de recettes. Puis Oui. Il est vraiment magnifique. J'adore tout ce qui est livre de recettes. Celui-là particulièrement. On sait que tout ce qui est cru, l'alimentation crue, c'est très tendance, c'est bon pour la santé aussi. C'est plus qu'un livre de recettes, celui-là, parce que au début, on a toute l'information sur les bienfaits de l'alimentation crue, en quoi c'est bon pour la digestion, en quoi c'est bon pour notre santé globale. Il y a des conseils pour intégrer l'alimentation crue dans sa vie de tous les jours, parce que, tu sais, on s'imagine... on peut pas manger de viande. On s'entend à part un tartare, des choses comme ça. On peut pas manger... Il y a plein d'aliments que tu peux pas manger nécessairement crus. Ça peut compliquer un peu, mais eux donnent vraiment des trucs pour y arriver facilement. Par exemple... après, il y a une centaine de recettes. On se retrouve avec des choses comme des rouleaux aux carottes, choux et mangues. Ça a l'air vraiment bon. Des avocats brouillés aux légumes. Les photos, en plus, sont magnifiques. Puis il y a plein de recettes de smoothies. C'est vraiment tendance en ce moment. Ça donne vraiment le goût de changer un peu son alimentation puis d'ajouter quelques repas crus dans la semaine pour varier aussi Ça donne les faim, plaisirs. en tout cas. Oui, vraiment. Écoute,
moi, je le trouve magnifique. Très, très coloré, là, Ouais. les images. Alors, on invite les gens à se procurer ce bel ouvrage. C'est Cru Express chez Guy Saint-Jean, éditeur. Et là, on termine avec le dernier que tu avais envie de présenter aux auditeurs. C'est Etta et Ota et Russell et James d'Emma Hooper aux éditions Les Escales. Et ça raconte quoi, cet ouvrage-là? Oh, ça c'est tout m'intrigue. un coup de cœur. En fait, Ah oui? le livre débute avec Etta qui a laissé un message sur la table de la cuisine à son mari qui s'appelle Otto. Ce qu'elle lui dit, c'est « Je suis partie, je n'ai jamais vu l'eau, alors je suis partie là-bas. J'essayerai de ne pas oublier de rentrer. » C'est comme ça que ça débute. Etta a 83 ans. Elle habite en Saskatchewan sur une ferme et elle a décidé de traverser le pays jusqu'à l'est pour se rendre à Halifax à pied, pour aller voir l'eau là-bas. Elle part, puis c'est comme un road trip, si on veut, mais à pied. Tu sais. Le principe, tout ce qui se passe dans sa tête à elle, c'est ça. Mais étant donné qu'elle est atteinte de démence, t'as ça qui vient faire des modifications un peu dans son cerveau. On passe toujours du passé au présent et on va aussi voir Otto, qui est son mari. Lui, il reste à la maison. Il l'a laissé partir parce qu'il sait qu'elle a besoin de partir, de faire ce chemin-là toute seule. Et de son côté, ce qu'il fait, c'est qu'il est allé ramasser plein de journaux qui parlent de sa femme parce que là, tout le monde à travers le Canada suit le voyage d'État vers l'Est. Donc, il a acheté tous les journaux qu'il peut trouver à ce sujet-là et il a décidé de créer des sculptures en papier mâché. Il en met partout sur son terrain, ça devient comme une attraction autour de chez lui. Puis c'est un homme qui est très vieillissant aussi, fait qu'on voit vraiment la vieillesse du corps des personnages en même temps qu'on vit leur passé. Parce que c'est des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu toutes ces horreurs-là, puis qui ont des gros souvenirs rattachés à ça. Qu'on se promène toujours entre les deux. Et on a aussi le personnage de Russell. Lui, c'est le voisin et meilleur ami de Otto, qui a toujours été dans sa vie amoureux de Etta. Mais elle l'avait pas choisi. Fait que lui, il part à sa recherche aussi pour la trouver où elle est rendue à pied. C'est vraiment super bien écrit. C'est une ambiance vraiment intéressante qui rappelle beaucoup le livre de Audur Rava, Olafsdottir, Rosa Candida, tous les livres qu'elle a écrits, l'espèce d'ambiance un peu feutrée qu'on retrouve dans ses livres. C'est la même chose qu'on retrouve ici. L'action est très lente, l'écriture est douce et apaisante. C'est un livre qui fait du bien, moi, je trouve. Ça donne envie de lire, en tout cas. Écoute, j'avais toujours envie de continuer à lire, puis c'est vraiment... je peux pas dire autre chose que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus pour le mois de février. T'sais, en février, on a souvent besoin d'un petit... comme un câlin littéraire, je dirais. C'est ça que j'ai ressenti avec ce livre-là. Puis l'auteur a été élevé au Canada. C'est ça qui est intéressant aussi. Elle a été élevée dans l'Ouest canadien, donc c'est des paysages qu'elle connaît. Ce qu'elle nous décrit, c'est vraiment le Canada. C'est pas un truc qu'elle a fabulé, qu'elle a regardé dans des livres. C'est vraiment ce qu'elle a vécu. Wow! On rappelle le titre Etta et Ota et Russell et James de Emma Hooper aux éditions Les Escales. Et là, c'est à mon tour de te présenter des ouvrages. Vas-y. Alors, je vais te présenter le nouveau Marc Lévy, alors L'Horizon à l'envers. Alors, c'est l'histoire de Hope, Josh et Luke qui sont étudiants en neurosciences. Ils font vraiment un trio qui est complètement inséparable, qui sont liés par une grande amitié, mais également par un projet qui est complètement hors de l'ordinaire dans la neuroscience. Quelque chose qu'on ne peut imaginer, que les gens les trouvent un peu fous de vouloir faire ça. Je peux pas le dévoiler c'est quoi le projet parce que ça va gâcher un peu le plaisir de lecture. Et il y a un des membres du trio qui va être confronté à une grave maladie, alors une mort imminente, et ils vont décider de mettre en application leur projet de fou pour tenter de sauver la personne qui est atteinte de cette grave maladie-là. Alors, une grande histoire d'amour à la Roméo et Juliette, mais actuelle, avec comme trame de fond la neuroscience. On sent beaucoup que l'auteur a fait beaucoup de recherches, qui s'est fait épauler par beaucoup de gens en neurosciences, et on se demande est-ce que ces trucs de neurosciences-là existent réellement? Ben oui. Ou est-ce que ce sont des trucs qu'on va découvrir dans les prochaines années, comme par exemple la cryogénie, où on gèle des gens un peu comme on avait fait avec Walt Disney. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment un livre qui est hyper émouvant sur la vie, sur la mort, sur l'amour. Et il y a une fin complètement inattendue, moi, qui m'a jetée à terre. Alors, je considère que c'est un des meilleurs romans de Marc Lévy. Oh, quand pour même. les gens qui n'aiment pas le Marc Lévy, qui trouvent ça un peu...
moi je pourrais dire trop romantique. Dans ce cas-ci, il y a la science, mais en même temps, il y a une belle histoire d'amour. Ça paraît que l'auteur a travaillé très, très fort, qu'il y a réfléchi longtemps. Pour les gens qui ont envie de découvrir Marc Lévy, je pense que ce serait un bel ouvrage à découvrir, autant pour les gars que pour les filles. Là. Ah oui, puis ça, c'est particulier parce qu'habituellement, il s'adresse plus aux femmes comme mais lectorat. Dans ce cas-ci, ouais. c'est un trio, 2 gars, une fille. Alors, je pense que ça irait chercher un lectorat masculin. Ça s'appelle L'horizon à l'envers de Marc Lévy. Excellent. Et mon deuxième ouvrage, c'est La guerre des tétons 2, Extermination de Lily Sun. Alors, dans le premier tome, elle nous parlait du diagnostic du cancer du sein. Lily est atteinte d'un cancer du sein. Elle était seulement âgée de 29 ans dans le premier tome. Et dans ce cas-ci, elle commence ses traitements contre le cancer. Alors, on la suit dans les étapes du traitement. Et on se rend compte à quel point il y a beaucoup d'étapes. Il y a la chimiothérapie, qui est plusieurs semaines de traitement, également la radiothérapie. Et dans son cas, mais elle va avoir des enfants avec son amoureux. Alors, elle va devoir réfléchir qu'est-ce qu'elle va faire avec ses ovaires, en fait, ses ovules. Alors, est-ce que... Parce qu'avec la chimiothérapie, ça veut les détruire hein. complètement. Alors, soit qu'elle les fait congeler, juste ses ovules, soit qu'elle les fait inséminer par le sperme de son mari. Ou sinon, il y a une autre technique qui est très particulière où on coupe l'ovaire en deux et on la congèle, la moitié de l'ovaire, et on la réimplante. En tout cas, c'est assez particulier. C'est quelque chose qui est pas encore tout à fait... qui est plus en test en ce moment. Alors, elle nous raconte toutes ces étapes-là. Ce que j'aime beaucoup dans les livres de Lily Sun, c'est que c'est hyper lumineux, c'est hyper joyeux, même si on parle d'un sujet qui est tellement troublant, qui est le cancer. Moi, je pense que ça peut être un bel ouvrage à remettre à quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Pas besoin que ce soit un cancer du sein, mais dans ce cas-ci, c'est le cancer du sein, et je pense que ça peut aider aussi beaucoup, beaucoup de jeunes filles, parce qu'on le sait, hein, il y a beaucoup de femmes qui vont être atteintes d'un cancer du sein, et c'est jeune, 29 ans, pour être atteint d'un cancer. Ouais. Donc, c'est pas du tout triste, Ah, là. totalement pas, là. Et dans ce cas-ci, je vais voler un petit punch, c'est que Lily s'est mis au défi, parce qu'elle se fait regarder tout croche à l'hôpital, parce qu'elle s'est rasé les cheveux, d'arriver à chaque traitement de chimiothérapie avec un legging le plus laid possible. Alors, des leggings de sushi, des leggings de fleurs, des leggings d'étoiles. C'est tellement, elle amène tellement l'attention drôle. ailleurs, vraiment. Totalement. Puis, tu sais, tu le vois, là, comme par exemple, elle perd ses poils, là. Alors, tout est illustré avec les textes, les images. Moi, j'adore ce qu'elle fait, Lily Sun. Et sur un sujet comme le cancer du sein. Alors, un bel ouvrage. Ça s'appelle La guerre des tétons, Extermination de Lily Sun. Et je termine avec le dernier qui s'appelle Bête de sexe. Alors, c'est un livre de Michel Leboeuf et de Michel Quintin. Alors, c'est un ouvrage qui conjugue rigueur scientifique et anecdotes savoureuses sur la sexualité humaine et animale. Comme par exemple, il y a une anecdote qui m'a fait rire. Le plus long pénis, c'est celui de la baleine. Alors, 2 mètres de long avec 40 cm de diamètre. Ah, t'imagines comment c'est long, là? Mais ils l'ont mesuré, c'est ça qui est particulier, là. Ben oui, parce qu'il y a un musée dans le Nord, je me rappelle plus exactement où on retrouve tous les pénis, autant humains que des animaux. Alors, on peut aller voir ça. Et moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que, par exemple, les fourmis, la fourmi reine vit entre 12 et 15 ans et elle va s'accoupler qu'une seule fois dans sa vie parce qu'elle conserve le sperme de la fourmi qui l'a accouplé dans un sac et elle va aller rechercher à chaque fois le sperme de cet homme-là pour retomber enceinte et faire d'autres enfants. Wow, quand même, hein? C'est spécial. Super intéressant. Comme par exemple, la moyenne mondiale de rapports sexuels, 103 par an chez les humains. On dit que la durée de l'accouplement entre chimpanzés n'est que de 15 à 30 secondes, mais que la femelle peut avoir 13 partenaires à l'heure. OK. Qu'en Angleterre et aux États-Unis, on estime de 5 à 30% des enfants qui seraient illégitimes. Quand même. Alors, je vous laisse là-dessus. Alors, un bel ouvrage très instructif, mais en même temps tellement amusant sur la sexualité des animaux et des humains. Ça s'appelle Bête de sexe de Michel Leboeuf et Michel Quintin. Alors, on s'arrête et à la fin, ce sera déjà la conclusion de l'émission.